Bienvenue à tous pour cette émission spéciale Les Bleus en finale. Et ce sera donc une finale inédite France-Croatie dimanche à 17 h à Moscou en ce 12 juillet 2018, soit 20 ans jour pour jour après le sacre de l'équipe de France face au Brésil. Sur ce plateau, pour évoquer la campagne russe de l'équipe de France 2018, Razik Brik, journaliste à Lyon Capitale et qu'on connaît bien sûr aussi à TLM avec Tant qu'il y aura des gones. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Gaël Berger, journaliste à Radio Scoop et puis aussi présent sur TLM avec Bienvenue au club, entre autres, et Asvel aussi. Effectivement, bonjour Jean-Pierre. Merci Gaël d'être avec nous. Et puis on est vraiment très heureux d'accueillir Mauricio Molina, le premier entraîneur de Samuel Umtiti au FC Ménival. Bonjour à tous. Voilà, vous nous raconterez toute cette histoire de Samuel Umtiti, ces 3 ans au cours desquels vous l'avez entraîné. Je vous propose de replonger tout de suite dans l'ambiance mardi soir, la demi-finale dans un bar, l'explosion, coup de sifflet final, Aline Picard. Explosion de joie après 90 minutes de tension. L'équipe de France s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Coupe du Monde en battant la Belgique 1-0. Une victoire vécue par de nombreux supporters dans des bars lyonnais, comme ici dans le 6e. Il est à peine 20 h, la Marseillaise est entonnée, lançant ainsi le début des hostilités. Cette première mi-temps où Français et Belges font jeu égal se solde logiquement sur un 0-0. Je ne suis pas encore convaincue, voilà, mais j'y crois fort. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais je pense qu'on a meilleure force offensive que les Belges, donc ça va le faire. Et je pense que ça va faire 1-0 à la fin. Et ce fan des Bleus ne croyait pas si bien dire. 11 minutes après la pause, Samuel Umtiti inscrit le but de la délivrance et devient par là même la star du jour. Le score ne bougera donc plus, mais qu'importe, l'objectif est atteint. La France est en finale du mondial. Et que ce soit l'adversaire, là on va gagner, c'est sûr. On aura 2e étoile. C'était il y a 20 ans la dernière. On va kiffer toujours autant. Même en étant beaucoup plus vieux, on va quand même adorer à fond. On souhaite bonne chance à la France pour la finale. Une qualification qui sera célébrée jusque tard dans la nuit dans le centre-ville de Lyon. Voilà, Razik, cette montée en puissance de l'engouement populaire, il a été, on va dire, progressif à partir des 8e de finale, pas trop avant quand même. Hein. Exactement, à l'image de l'équipe de France, quelque part. Oui. C'est vrai que c'est monté en puissance. Au départ, les Français étaient plutôt, je dirais, pas très emballés, en tout cas, par la prestation, par le sceptique, par le jeu déployé par l'équipe de France. Et finalement, c'est allé crescendo et on a vu effectivement les Français se passionner pour il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Uruguay et puis là, la demi-finale. L'Argentine, j'ai l'impression que c'est le déclic. L'Argentine, c'est vrai que c'est le déclic. C'est ce que j'allais dire, c'était le déclic au niveau du jeu, mais surtout en termes d'émotion, en termes de scénario. L'équipe de France a été menée et repassée devant. On pensait que dans les 5-10 dernières minutes, on serait tranquille. Et puis Agüero marque, mine de rien, il restait encore 2 minutes, avec un centre argentin qui traverse la surface. Il s'est passé tellement de choses dans ce match que je crois que c'est vraiment à ce moment-là que même ceux qui aiment le foot mais qui suivent juste dans les grands rendez-vous se sont dit « Ah ouais, là aussi ça devient sympa ». Et du coup, c'est là où tous les Français se sont mis à être derrière les Bleus, je crois. Alors, on va revenir un peu sur le match. Une soirée, on peut le dire, quand même plus que stressante. Ça s'est joué à peu de choses. Mais un match quand même parfaitement maîtrisé des Bleus, comme contre l'Uruguay. Ouais, effectivement. Et puisque les Belges sont quand même intrinsèquement, je pense, plus forts que l'Uruguay, surtout que l'Uruguay était privé de Cavani, du coup, même si les Bleus l'ont maîtrisé de la même façon, comme vous disiez, Jean-Pierre, ça a été un peu plus difficile parce que l'adversaire était plus fort. Malgré tout, je trouve que même si certains vont dire que ce n'était pas flamboyant, moi je trouve que pour une demi-finale de Coupe du Monde, arriver à maîtriser un match à ce point-là, c'est quand même très très fort. Razik, cette sérénité, elle est impressionnante quand même. C'est une équipe encore jeune, mais c'est là qu'on voit la patte Didier Deschamps. Exactement, c'est ce que j'allais dire Jean-Pierre. C'est une équipe de France pragmatique à l'image de Didier Deschamps. Et c'est vrai qu'elle est jeune cette équipe. Mais tout le monde s'applique, tout le monde joue ensemble. En fait, c'est toujours pareil. On sent que tout le monde fait les efforts et on voit notamment les remplaçants. On voit la fameuse moustache d'Adil Rami. Un Adil Rami qui joue le jeu, qui ne joue pas, qui est frustré forcément lorsqu'on est compétiteur, lorsqu'on joue pour son pays. On a envie, on dispute une telle compétition, une Coupe du Monde, on a envie de jouer. Et là, lui, il ne joue pas. Et pourtant,
Voilà, il affiche un grand sourire, il soutient ses camarades, ses coéquipiers. C'est un peu le Vincent Candela de 2018. C'est ça. Mais vous savez, je pense que pour aller très loin dans une Coupe du Monde, il faut évidemment des bons joueurs, il faut aussi un soupçon de réussite, il faut avoir un plan de jeu bien établi, mais il faut aussi et surtout avoir, je pense, une bonne ambiance à 95%. Il faut obligatoirement avoir une bonne ambiance dans un groupe. Et là, il y a des signes qui ne trompent pas, et Razik l'a dit, et vraiment, il faut insister là-dessus. C'est quand vous voyez les remplaçants qui ne jouent pas et qui sont aussi heureux que les titulaires, là, ça veut dire que vous avez gagné. C'est gagné. Et puis, bien sûr, le héros qui délivre tout un pays, c'est Samuel Umtiti, l'enfant du FC Ménival, Maurizio Molina. Racontez-nous, alors on va le revoir, ce but. Hein. Il mérite d'être vu. 7 minutes magiques du début de deuxième mi-temps, donc ce fameux corner, voilà. Racontez-nous alors, comment vous l'avez vécu, vous? On était à la maison avec des copains et on s'attendait. Moi, sur tous les corners, un peu, je dis hey, Samuel, c'est à toi de marquer, c'est à toi de marquer. Je suis le premier supporter. Vous disiez depuis le début, voilà, tous les corners, je dis allez Samuel, et puis voilà. Là, il marque, on a sauté en l'air. On a fait du bruit, je crois que tout le hameau a bien compris qu'il avait marqué. Alors, Maurizio Molina, Samuel Umtiti, on peut dire c'est la fierté de tout un club. Hein. Racontez-nous, donc il arrive chez vous, il a tout juste 5 ans. Il a tout juste 5 ans, exactement. Il habite juste à côté de Ménival. Hein, oui, il habite à 100-200 mètres du stade. Et donc il vient à l'entraînement depuis 99, je crois que c'était. Et voilà. Alors ce qu'on dit, c'est qu'il en demandait toujours plus. Hein. Oui, il s'arrêtait jamais. Rassasié. Il était là avant l'entraînement, il faisait l'entraînement et il repartait. Même après l'entraînement, il continuait un petit peu à jouer jusqu'à ce que son frère ou sa sœur viennent le chercher. Et il continuait tout le temps. Oui, c'était sa famille qui venait le chercher parce que sinon il restait. Non, sinon il restait. Ce qui est intéressant, c'est... Oui. Parce que j'ai une question. C'est intéressant d'avoir son premier entraîneur. On découvre donc les 3 saisons qu'il a faites. On le reconnaît bien en plus, c'est drôle. Moi, la question que j'avais vraiment envie de vous poser, c'est est-ce que dès le premier entraînement, vous vous êtes dit « Wow, lui, c'est un phénomène » ou est-ce que c'est venu progressivement? Non, tout de suite. On m'avait prévenu, comme c'était ma première année d'entraînement, enfin d'entraîneur, on m'avait dit... il y en a 2 qui sont au-dessus du lot, donc Sébastien Flochon, et puis il m'a dit après, Alain Gonard m'a dit, tu verras, il y a Samuel. Je te dis pas lequel c'est et tu verras tout de suite. Ça va te sauter aux yeux. Et tout de suite, effectivement, dès qu'il y a eu le ballon, il est arrivé sur son pied gauche, contrôle impeccable. À 5 ans, c'est... Alors Sébastien Flochon qui est parti aux Herbiers, qui vient de changer de club là. Ouais, il a signé à Chambly, c'est Chambly cette année. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux sont restés proches. Hein. Les deux sont restés proches. C'est des amis. Sébastien est parti au Barça justement pour rendre visite, Barcelone pardon, pour rendre visite à Samuel. Ils échangent régulièrement ensemble. Et ce qui est intéressant aussi concernant Samuel, c'est la structure familiale. C'est-à-dire c'est l'accompagnement, la maman qui est toujours présente, le grand frère aussi Yannick qu'on salue. Voilà, on sent que c'est vraiment un gamin. Alors je sais pas à l'époque aussi, mais qui est vraiment bien structuré, bien encadré. Il y a un véritable accompagnement de la structure familiale. Il a toujours été comme ça, très humble, très poli, jamais un mot plus haut que l'autre, très discret. Alors, il est resté 3 ans au FC Ménival, de ses 5 ans jusqu'à ses 8 ans. Quels souvenirs vous gardez plus spécialement de lui sur le terrain? Les premières qualités que vous avez repérées chez lui? Déjà, c'était un monstre physiquement. Techniquement aussi, il y avait il y avait beaucoup de différences avec tous les autres. Gaucher en plus. Alors vous dites techniquement, c'est intéressant parce qu'il a parfois été critiqué sur le plan technique. Ouais, après, certains n'ont pas toujours été... C'est un autre niveau là, mais c'est vrai que techniquement, un contrôle, une passe, la conduite de balle, c'était déjà extraordinaire pour un enfant de 5 ans. Ouais. Puis ses capacités, aujourd'hui on peut le voir. À ressortir les ballons proprement. C'est aussi ce qui frappait dès qu'il avait été aligné sur les premiers matchs en professionnel à l'Olympique Lyonnais. C'est qu'on se disait qu'il avait déjà une maturité sur le plan du comportement et sur le plan technique aussi, alors qu'il a débuté, je le rappelle, quand même à 18 ans. Et pour un défenseur, c'est très rare. Autant un attaquant, les attaquants peuvent commencer plus tôt. Généralement, les défenseurs, il y a toujours 2-3 ans de plus. Et lui, il avait profité d'une hécatombe de blessés et de suspendus à l'OL pour jouer son premier match. Et tout de suite, on avait été bluffé par ça. Alors on va y revenir, on va rendre hommage à tous ceux qui l'ont accompagné. Donc il y a aussi Alain Gonard, l'école de foot. Alain Gonard à l'école de foot, oui, mais qui a été secrétaire pendant très longtemps à Ménival. Voilà. Et puis Régis... Et Régis Molouba, oui, qui a aidé à le présenter à l'OL, on va dire. Oui, lui, il s'occupait des Benjamins.
Et il avait entendu dire qu'il y avait un jeune en poussin. Et il est venu voir un match. On jouait contre le FC Croix-Rousse. Et le FC Croix-Rousse marquait. Et tout de suite derrière, Samuel remarquait. Et on a fini 4-4 comme ça. Et il a marqué les 4 buts. Mais c'était la stratégie aussi un petit peu de... Il ne fallait pas qu'il parte tout seul parce que c'était faisable, ça. Donc il fallait qu'il reste derrière, qu'il est concentré, jouer à 2-3 touches de balle maximum. Et puis la consigne, c'était dès qu'on prend un but, tu prends le ballon, tu vas marquer. Voilà, pour garder toujours le même équilibre. Et puis c'est ce qui se passait. Et Régis est tombé en amour un peu. Comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Ouais. Alors, Razik Gaël, donc l'OL, ensuite, dès 8 ans, on est en 2001 et il va y rester jusqu'en juin 2016, et son départ au Barça. Quels sont les premiers souvenirs que vous avez de Samuel Umtiti en Ligue 1? Alors moi, je l'ai en Ligue 1, mais si je peux me permettre de revenir un peu avant, parce qu'en fait, on m'avait parlé d'un phénomène justement au centre de formation, et à cette époque, il avait que 15 ou 16 ans. Je m'étais enseigné un petit peu, et puis il y avait quand même quelques clubs étrangers qui aussi avaient eu vent d'un talent particulier au centre de formation de l'OL, qui est déjà réputé. Et à ce moment-là, j'étais allé voir Samuel, donc je pense, je sais pas, hein, mais je crois que j'étais le premier à faire une interview avec Samuel. Il était très jeune à ce moment-là. Et j'étais allé voir Rémi Garde, qui à l'époque était le directeur du centre de formation. Et je lui disais, bon, visiblement, votre jeune, il a l'air très bon, il est sollicité par des clubs étrangers. Et il m'avait dit, oui, mais on va vite le faire signer pour le mettre de côté et être sûr que personne ne nous le pique, parce qu'on sait très bien qu'il va aller très haut. Donc je ne sais pas s'il pensait qu'il allait aller si haut jusqu'en finale d'une Coupe du Monde, mais en tout cas, à l'OL, très vite, ils avaient décelé aussi son potentiel. Razik, vos premiers souvenirs avec moi, c'est plus un souvenir, je crois que c'était un déplacement, c'était un stage avec l'équipe professionnelle. C'était donc des petits jeunes qui intègrent, un peu comme là en début de saison, où les jeunes intègrent le groupe pro. Et c'est un garçon très timide plutôt, voilà, très timide en se disant, qui était très poli, effectivement, j'ai ce souvenir-là, très timide, et en se disant, tiens, qui c'est celui-là, qu'est-ce que ça vaut? Et c'est vrai qu'on ne sait jamais dans ce cas-là, souvent on nous dit, et c'est un peu le problème d'ailleurs, sur ces jeunes joueurs, on les monte vite en épingle en disant, c'est des jeunes pépites, etc. Ça veut tout dire et rien dire, et finalement il a confirmé après qu'effectivement il a eu des capacités et qu'il s'est imposé au fil du temps au sein de cette équipe professionnelle. Cette timidité, il est venu ici en plateau, dans quelques des Gaules, très gentil, mais effectivement, oui, encore assez réservé, timide. Et en même temps extrêmement déterminé. Et on le sent, sa détermination depuis tout petit. Il a quand même un mental, il sait ce qu'il veut. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ça n'empêche pas effectivement cette humilité. Et je pense qu'il arrive à bien... Et une des premières fois que j'avais pu le voir jouer, je me rappelle, c'était en équipe de France, avec les U16 ou les U17 sur un championnat d'Europe. Parce que là aussi, je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion de le voir, et dans quand même un haut niveau, puisque c'était un Euro de jeunes. Et pour être honnête, le premier joueur qui m'avait frappé ce jour-là en match, c'était quand même Paul Pogba, qui traversait le terrain, incroyable. Mais derrière, effectivement, il y avait Samuel, et on se disait, ouais, il est bon, lui. Voilà. Alors 2016, le tournant pour Samuel Umtiti. Dans un premier temps, il n'est pas retenu parmi les 23 pour l'Euro 2016. Et puis, il va y arriver quand même, puisque avec les forfaits de Jérémy Mathieu notamment. Et puis, il va jouer à partir des quarts de finale. Et là, il crève l'écran, clairement. Dès qu'il a eu l'opportunité, il s'est imposé. Après, il a toujours été comme ça. Dès qu'on lui donne une chance, il la prend. Puis bon, c'est le travail aussi. Voilà. Et en même temps que cet Euro de 2016, c'est la signature au Barça. C'est ça, c'est l'été qui a changé sa vie, on peut le dire, qui a changé sa carrière. C'est-à-dire qu'en l'espace de 1 mois, il est appelé en équipe de France. Par un concours de circonstances, il se retrouve titulaire en équipe de France. Il fait un match, mais prodigieux, exceptionnel pour moi, en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. C'était sa 2e sélection. À ce moment-là, toute la France, hormis les Lyonnais qui le connaissaient, se disaient « Oulala, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeune qui risque d'être inhibé par la pression ?» Il a été exceptionnel. Et derrière, il signe à Barcelone. Et là, il a changé de dimension complètement. C'était là le déclic par rapport à la France entière, parce que les Lyonnais le connaissaient, et justement, on nous reprochait, nous Lyonnais, observateurs ou voire supporters de l'Olympique Lyonnais, en faire trop avec Samuel Umtiti. On nous le reproche encore, Razik. Et on nous le reproche encore. Depuis mardi, un peu moins. Peut-être un peu moins maintenant, exactement. Et donc c'est vrai que c'est intéressant ce déclic finalement sur la scène nationale, voire internationale, de se dire « Ah ouais, finalement, ce joueur, il est bon. » C'est pas un rigolo. Je crois que jusqu'à mardi, il était dans le cœur de tous les Lyonnais, mais je crois que mardi soir, il est rentré dans le cœur de tous les Français. Cette fois, définitivement. Ça, c'est une bonne phrase. Alors, un mot, oui, exactement. Un mot sur les autres Lyonnais. Nabil Fekir, qui est rentré dans plusieurs matchs, mais qui n'est pas titulaire. Il le savait.
savait, de toute façon. Il le savait. Il le savait, même lorsqu'il a été sélectionné, c'était un peu sauf qu'il peut, hein, parce qu'on le rappelle, c'était plutôt Payet qui était sur le papier en tout cas, dans l'esprit de Didier Deschamps, c'était plutôt Payet. Avec la blessure de Payet, finalement, Nabil fait partie de ce groupe France. Et voilà, il le savait dès le départ sur le papier qu'il n'était pas titulaire. Pareil, c'est l'état d'esprit. On ne voit pas un Nabil ronchon, on ne voit pas un Nabil qui fait la tête, on voit un Nabil qui, dès qu'il rentre, fait ce qu'il peut et apporte à cette équipe de France, comme tous les remplaçants, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est plutôt une bonne expérience pour lui. C'est une bonne expérience, justement, quand même d'être dans ce groupe France pour cette Coupe du Monde. Et puis, s'il est champion du monde... on ne retiendra que ça. Et puis, si ça se trouve, c'est lui qui nous marquera le but qui nous permettra d'être champion du monde. On ne sait pas, il a le talent pour. Bon, alors, dans les autres Lyonnais, Tolisso aussi, aujourd'hui au Bayern. Oui. Qui lui a joué plusieurs matchs. Exactement, qui a débuté 2 matchs, le tout premier contre l'Australie, le quart de finale contre l'Uruguay, qui fait une Coupe du Monde plus que satisfaisante. Il fait une bonne Coupe du Monde, Corentin Tolisso. Lui aussi, il est rentré contre les Belges, d'ailleurs il a failli marquer, et il est très probable qu'il soit sur le banc dimanche, mais qu'il rentre probablement au cours de la finale. Et puis on va dire un mot d'Hugo Lloris quand même, Razik. Critiqué, Hugo, très critiqué justement, et finalement aujourd'hui pareil, de moins en moins, critiqué au début de la compétition, pour les matchs amicaux, et puis on se rend compte que finalement... Il a fait plus que le job, et puis c'est le capitaine aussi. Pareil, c'est un caractère, quelqu'un de discret, qui ne fait pas de vagues, langue de bois en conférence de presse, il a dit la même chose à l'OL, mais finalement il le sait en plus. Il le revendique. Exactement, mais de précieux dans un groupe, un capitaine qui est respecté par ses partenaires, ses coéquipiers, et on voit qu'il rend un sacré service à l'équipe de France. Voilà, on va revenir sur cet engouement populaire, bien sûr, et la question de l'absence du grand écran en place Bellecour. Vous êtes, jusqu'à la décision d'hier, on va en parler bien sûr. Razik, vous êtes monté très vite au créneau et très tôt, vous, pour dire c'est pas normal qu'il n'y ait pas de grand écran. Le foot, c'est un sport populaire, Coupe du Monde oblige. On sait très bien que les Lyonnais, les Français ont envie de fêter ça, ont envie de communier, ont envie de partager cette fête populaire. Et c'est vrai que c'était surprenant de voir une ville comme Lyon, deuxième ville de France, avec Gérard Collomb, en plus ministre de l'Intérieur, de ne pas proposer un écran géant aux Lyonnais, place Bellecour. Ils ont vite rectifié le tir, en sachant qu'à la base, comme la ville de Lyon n'avait rien fait, c'est l'Olympique Lyonnais qui avait pris les affaires en main, entre guillemets, en proposant justement ses services et le Groupama Stadium, le parvis du stade de la Dessine. Et finalement, comme la ville a décidé d'installer un écran, l'Olympique Lyonnais a décidé d'annuler finalement. Ils ont été un peu froissés quand même. Et ils ont été très agacés, on ne va pas se le cacher, très agacés parce qu'on a vu leur communiqué effectivement. Ils avaient signé un contrat avec une marque d'une boisson gazeuse, célèbre boisson gazeuse. Tout était organisé, les agents de sécurité, etc. Tout le dispositif avait été mis en place. Et finalement, au dernier moment, ils ont appris que la ville de Lyon avait décidé de faire machine arrière. Donc effectivement, Jean-Michel Aulas, qui était en Russie, n'a vraiment pas apprécié. Alors finalement, il y aura bien un grand écran place Bellecour. La ville de Lyon a changé d'avis, fait volte-face en 24 heures. Reportage, Gauthier Stangret, Bertrand Frachon. C'était d'abord non au motif du coût et de la sécurité, finalement c'est oui par pragmatisme. La ville a annoncé hier soir qu'elle installerait bien un écran géant pour la finale France-Croatie dimanche place Bellecour, un rétropédalage que le maire justifie. C'est pas seulement pour faire a posteriori un écran de projection du match place Bellecour, c'est aussi quand vous voyez que dans tous les cas, les gens seraient venus au centre-ville. Enfin, ça se passe comme ça dans toutes les villes. À Paris, vous avez vu les Champs-Élysées. Donc voilà, plutôt qu'il y ait un désordre spontané, nous avons imaginé qu'il y avait plus de bénéfices en termes de sécurité à organiser un peu le désordre probable. Il ne s'agit pas pour autant d'installer une fan zone à Bellecour comme celle de l'Euro. Le dispositif sera beaucoup plus ouvert. On va appliquer le même dispositif que pour la fête des Lumières. Donc l'avantage, c'est que les plans existent, l'organisation existe. Et il ne reste plus effectivement qu'à rassembler les effectifs de police qui auront déjà été mis à contribution la veille, à obtenir des moyens de renfort. Mais sinon, les arrêtés qui vont créer un périmètre de sécurité autour de la place Bellecour, ils existent, il suffit de changer la date. Pour l'instant, nous allons mobiliser 250 hommes et nous avons demandé des renforts à Paris. L'Olympique Lyonnais avait initialement prévu un écran géant devant le Grand Stade dimanche. Dans un communiqué, le club annonce qu'il y renonce en raison de l'initiative de la ville. On pensait que l'Olympique Lyonnais allait maintenir son dispositif au Groupama Stadium, que ces deux dispositifs pouvaient être complémentaires, mais l'Olympique Lyonnais a estimé que ce n'était pas judicieux. Je sais que les choses ne leur ont pas forcément fait plaisir, mais je pense que cette dimension qui nous a tous emportés hier nécessitait que la ville de Lyon s'engage à une retransmission vidéo dimanche. Une retransmission estimée à 100 000 €, le nom de Coca-Cola comme partenaire privé est avancé.
Voilà, il nous reste 5 minutes. On va parler bien sûr maintenant de cette finale. Une finale, c'est bien connu, ça se gagne. Gaël, cette équipe-là a encore un potentiel une marge de progression importante. C'est le sélectionneur qui le dit. Parallèle possible entre 98-2000. Sauf que cette équipe, elle est peut-être encore plus jeune que celle de 98. Oui, elle est plus jeune, mais quand je vois comment elle arrive à gérer ses émotions contre l'Argentine, à gérer le match, alors qu'on se disait avant justement l'Uruguay que ça allait être compliqué, qu'avec un jeu assez dur des Sud-Américains. J'ai trouvé assez incroyable de maîtrise encore une fois ce match-là. Donc finalement, ils sont jeunes et en même temps, ils répondent à tous les critères de maturité. C'est aussi le fait qu'il y ait les cadres qui jouent dans des grands clubs habitués. Un joueur comme Varane, il est jeune, il doit avoir 25 ou 26 ans, Varane. En même temps, il a déjà gagné 4 Ligues des Champions. Donc vaut mieux avoir 25 ans et avoir 4 Ligues des Champions qu'avoir 32 ans et ne jamais avoir joué une finale. Donc ça participe tout ça aussi. Et sur le papier, a priori, la France est quand même largement favori. Oui. Alors, Radic, un mot sur les adversaires. C'est pour ça que je dis mais. Les Croates, d'excellents joueurs. Modric, Rakitic, les buteurs d'hier soir. Il ne faut pas croire que c'est gagné d'avance. Oui, surtout au début du match, on se dit voilà, ça va être compliqué pour ces Croates, justement, qui encaissent ce but rapidement, qui derrière sont très nerveux, très nerveux. On a l'impression qu'ils sont en train de sortir de leur match complètement. Et finalement, ils refont surface. Et on a vu ce qui est arrivé. Et cette qualification est méritée. Et c'est vrai que c'est une belle équipe croate avec des techniciens, avec des joueurs très doués. Donc ça va être compliqué. Bien évidemment, il a raison Gaël sur le papier. Et puis on est chauvin. Forcément, on a envie de voir cette équipe de France triompher. Mais ça va être compliqué. Maurizio Molina, votre vision là sur cette finale? Moi, je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'ils ont un peu plus d'expérience individuellement, les Croates. Ils jouent tous aussi dans des grands clubs, comme les Français. Mais ils ont 2 joueurs au milieu de terrain quand même, Modric, Rakitic, qui fait extraordinaire. Après, ils sont un petit peu émoussés du fait de 3 prolongations, un jour de moins de récupération, ça peut peut-être jouer, mais c'est comme s'ils avaient joué un match de plus. Sur un espace de 2 semaines. Après, les Croates, ils reviennent, mais d'on ne sait où, parce qu'on parle des 3 prolongations, et c'est vrai, parce que c'est ce qui est plus récent, mais il faut savoir qu'il y a 1 an, ils changent le sélectionneur, ils sont au fond du trou, il leur reste 3 ou 4 matchs à jouer en barrage. Au moment où l'entraîneur arrive, entre la fédération et les joueurs, c'est très compliqué. Entre les supporters et les joueurs, leur équipe, c'est très compliqué aussi. Et là, on se dit la Croatie va rater la Coupe du Monde, ils gagnent leurs 3 ou 4 derniers matchs, ils passent les barrages. Et maintenant, ils restent sur 3 prolongations victorieuses. Enfin, on a l'impression que rien ne peut les atteindre. Donc c'est peut-être ça finalement leur force aussi. Oui, c'est un groupe aussi. C'est qu'ils sont on va retrouver aussi une vieille connaissance lyonnaise, Lovren. Voilà, quand je parlais de nervosité, j'ai pensé à notre ami Lovren. Donc vous lui souhaitez d'être très nerveux dimanche soir. De sortir de son match. Je suis désolé, Dayan. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours agréable. On voit Dayan Lovren avec Hugo Lloris, ces retrouvailles entre anciens de la maison lyonnaise. Non, c'est plutôt un sympathique clin d'œil. Après, voilà, Dayan pareil, il est monté en puissance. C'est vrai qu'à l'OL, on critiquait sur certains aspects. Puis on voit finalement, il a réussi à faire une belle carrière. Oui, Italie, Liverpool. Dayan Lovren, c'est quand même cette année finale de Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui peuvent se targuer dans la même année, déjà dans leur carrière, d'avoir les 2 finales, mais en plus dans la même saison, c'est incroyable. Un mot peut-être sur le sélectionneur Didier Deschamps, enchaîné quand même 2 finales, Euro et Coupe du Monde 2018. Franchement, c'est exceptionnel. Ça veut dire que c'est un entraîneur de très très haut niveau. Ça veut dire qu'il a fait les bons choix. De toute façon, un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui a forcément raison. Mais c'est pas un hasard. Je veux dire, à un moment, il a pris l'équipe de France. Il fait quart finale de Coupe du Monde, finale de l'Euro, finale de la Coupe du Monde. Il était joueur. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe du Monde. On ne peut plus parler de chance, c'est ça? Non, pas vraiment. Au début, ça faisait sourire. Maintenant, il faut arrêter avec la réussite ou la chance. Vous qui êtes entraîneur, Molina, Mauricio Molina, pardon. Il a toujours tout gagné, Deschamps. Chaque fois qu'il a pris un club, avec la Juve, il les a fait monter en Serie A. Monaco, finale de Ligue des Champions. Marseille, c'est le dernier titre de champion de France de Marseille. Avec Didier Deschamps. Avec Didier Deschamps, je crois qu'il a gagné 3 Coupes de la Ligue de suite, oui. Coupe de la Ligue. Après, avec l'équipe de France, il a pris en 2014 quart de finale avec une toute jeune équipe. Et puis là, finale de l'Euro, finale de Coupe du Monde. Puis de l'avoir gagné en tant que joueur et peut-être la gagner en tant que sélectionneur. Il y en a que 3 qui l'ont réussi, c'est Beckenbauer, Zagallo, et il serait le 3e, c'est ça? Ce serait le 3e, exactement. Je pense que là, il rentre dans l'histoire. Après, on est lyonnais, Jean-Pierre. Oui. On aurait préféré qu'ils prennent Alexandre Lacazette et Karim Benzema. Oui. Mais bon, on est obligé de s'incliner, on est en finale de la Coupe du Monde. Donc si on est champion du monde sans Lacazette et sans Benzema, on sera heureux quand même. Et voilà, si on refait les parallèles avec 98, Karim Benzema qui n'est pas sélectionné, c'est un peu comme Cantona. Ouais, je sais pas. C'est différent. Cantona, c'était vraiment dans le groupe où il aurait été
je le connais pas, mais d'après ce qu'on a pu lire à cette époque-là, c'était peut-être parce qu'effectivement, il aurait pris trop de place dans le groupe. Là, on sait que c'est une histoire particulière, qu'au départ, c'était vraiment avec un joueur, qu'il a été sorti de l'équipe et que Didier Deschamps ensuite a trouvé un groupe et qu'il ne voulait pas prendre le risque d'éventuellement, même si moi je ne suis pas convaincu, mais il le sait mieux que nous. C'est lui le sélectionneur, c'est lui qui voit le groupe tous les jours, c'est lui qui voit son équipe. Et c'est lui qui a raison. Allez, il ne nous reste plus que moins d'1 minute. Votre pronostic à chacun. Maurizio, Molina. Moi, je vais dire 1-0, but de Samuel sur corner. Le deuxième. Voilà, son deuxième. Non, ouais, je vois bien la France, un match compliqué un peu. Donc je dirais soit 1-0, soit 2-1. Sans prolongation? Sans prolongation. Razik. Allez, j'allais dire 2-1 moi, dès le départ, 2-1 pour la France. Hein. Et alors, qui va marquer? Qui va marquer Pogba et Griezmann. Et voilà. Et vous, Gaël? 2-0, Mbappé, Fekir. Très bien. C'est un espoir plus qu'un... Fekir sur la fin du match. Hein. Bien sûr, à 87e, il rentre, il marque, terminé. Et là, on est tous heureux. Et les arrêts de jeu, on les passe à chanter. Les Français sont heureux et Jean-Michel Aulas pour le transfert. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'être venus pour cette émission. Donc, bien sûr, les Bleus en finale. On se retrouve lundi, bien sûr, avec le compte-rendu de ce match ici à Lyon, tel qu'il aura été vécu par les Lyonnais. Allez la France, merci, au revoir.